Au cœur du système juridique français, il se passe quelque chose de très profond, une sorte de conflit silencieux. Selon l'analyse de l'auteur Valérie Bugos, ce n'est pas juste un petit débat d'experts, non, c'est une véritable guerre idéologique qui dure, tenez-vous bien, depuis plus de 2 siècles. Alors on va plonger ensemble dans cette histoire pour comprendre ce qui se joue vraiment, une bataille pour l'âme du droit français. La question qui est vraiment au centre de tout ça, elle est simple mais fondamentale. Qu'est-ce qui rend une loi supérieure à une autre? Est-ce parce qu'elle est juste, intrinsèquement juste, ou est-ce que c'est simplement parce qu'elle vient d'une autorité qui a le pouvoir de la créer? C'est cette tension-là qui était la clé pour comprendre toute l'analyse qui va suivre. La thèse centrale de l'auteur, la voici. Depuis plus de 200 ans, deux visions du droit, mais alors radicalement opposées, s'affrontent en France. Et cette cohabitation forcée a fini par créer une confusion énorme dans la doctrine juridique. C'est un choc silencieux, mais dont on ressentirait les effets encore aujourd'hui. Alors, premier combattant sur le ring, si on peut dire, c'est une vision du droit qui est fondée sur de grands principes. Son incarnation la plus célèbre, c'est bien sûr le Code civil de 1804. Et à la base de ce système, il y a une idée très forte, le droit naturel. L'idée, c'est que l'autorité d'une loi ne vient pas de qui l'a écrite, mais de son alignement avec la justice, avec sa finalité. En gros, ce qui compte, c'est que la loi soit juste, bien plus que la procédure qui l'a créée. La justesse avant la formalité. Cette vision du droit, elle repose sur 4 grands piliers. D'abord, la codification. L'idée de créer un ensemble de lois qui soit cohérent et facile à lire. Ensuite, logiquement, la recherche de cette cohérence. Au cœur du réacteur, on a la primauté du droit naturel. Donc l'idée que la loi doit être juste. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus important, la finalité prime sur la technique. Le pourquoi une loi existe est bien plus important que le comment on l'applique. Et cette fameuse finalité, eh bien, selon l'auteur, elle était très claire, c'était la paix publique. Une paix qu'on atteint grâce à la recherche de la vérité, de la responsabilité et de l'équilibre dans la société. Le droit était vraiment vu comme un outil pour créer de l'harmonie sociale. Bon, maintenant passons au deuxième combattant, et là on change complètement de monde. C'est un système qui n'est pas du tout basé sur des principes, mais sur une structure d'autorité bien formelle, on l'appelle souvent la pyramide du pouvoir. Voilà à quoi ça ressemble. C'est la fameuse hiérarchie des normes, celle qu'on apprend encore dans toutes les facs de droit. Tout en haut, la Constitution. En dessous, les lois votées par le Parlement. Et encore en dessous, les décrets et les règlements. C'est la place dans cette pyramide qui donne sa force à une règle. Et donc, le point qui change tout, il est là. Dans ce modèle, une loi est supérieure uniquement parce qu'elle vient d'un organe qui est considéré comme légitime pour la créer. Le fait qu'elle soit juste ou pertinente, ce n'est pas le critère principal de sa supériorité, c'est la forme qui l'emporte sur le fond. On a donc face à face deux visions qui s'opposent sur, et bien sur tout. D'un côté, une autorité qui vient de la justice et de la finalité, un modèle de code cohérent qui s'inspire du droit naturel, et de l'autre, une autorité qui découle de la légitimité de l'organe qui fait la loi, un modèle qui devient une simple compilation de textes, et une philosophie qu'on appelle le positivisme juridique. C'est l'idée que seule la loi posée par l'État est valide, peu importe si elle est juste ou non. C'est vraiment le choc de deux mondes. Mais alors comment on en est arrivé là ? Eh bien, cette opposition, elle prend racine dans la Révolution française elle-même, qui a été un véritable champ de bataille pour les idées. Cette petite chronologie nous montre bien comment les choses ont évolué. En 1789, la Révolution crée une sorte d'ambiguïté fondamentale. En 1804, le Code civil naît et incarne la grande tradition juridique française. Mais petit à petit, le parlementarisme, qui selon l'auteur est influencé par le modèle britannique, gagne du terrain. Jusqu'à aujourd'hui où le formalisme est devenu dominant, notamment grâce aux théories d'un juriste, Hans Kelsen, le père de la pyramide des normes. Dans son analyse, l'auteur oppose de manière très nette ces deux héritages de la Révolution. D'un côté, le Code civil serait l'œuvre de grands juristes français dans la lignée d'une pensée réaliste et du droit naturel, visant la paix sociale. De l'autre côté, le parlementarisme est présenté comme un produit importé, sous influence britannique, qui servirait une philosophie positiviste et derrière, des intérêts financiers. Alors, qui a gagné cette guerre ? Pour l'auteur, le verdict est sans appel. Et les conséquences qu'elle décrit sont, disons-le, assez lourdes. Voici sa conclusion, sans détour. La guerre du droit a été perdue par la France lorsque son modèle continental a été subverti par les influences de l'Empire britannique. C'est une affirmation très forte qui désigne clairement un vainqueur et un vaincu.
Cette autre citation est assez parlante pour illustrer le coût humain de ce basculement. Les juristes, qui étaient autrefois des gardiens des finalités du droit, seraient devenus des simples ouvriers spécialisés, bien plus concentrés sur la technique juridique que sur la quête de justice. Première conséquence de cette défaite, selon l'auteur, un immense désordre juridique. L'idéal d'un code clair et cohérent aurait laissé place à une véritable jungle de textes, une accumulation de lois souvent contradictoires et qui deviennent très vite obsolètes. Deuxième conséquence, et pas des moindres, la domination des intérêts financiers. Dans cette vision des choses, le droit, en se focalisant sur la forme et la procédure, serait devenu un outil parfait au service des lobbies et des puissances d'argent, au lieu de protéger la population. Et enfin, les conséquences ultimes décrites par l'auteur sont triples. Une perte de souveraineté juridique, une dissolution des grands principes de justice et, peut-être encore plus grave, un droit qui, au lieu de créer la paix, se mettrait à organiser le conflit social. Face à ce constat, qui est quand même très sévère, la conclusion de l'auteur n'est pas juste une lamentation. C'est un avertissement, et même un appel à une prise de conscience. Les mots sont très forts. Sans un sursaut civilisationnel, elle entrevoit un avenir plutôt sombre où le destin serait soit de disparaître, soit, pour les survivants, d'accepter un état d'esclave éternel des puissances économiques. Cette analyse se termine donc sur un appel à un changement de paradigme, et ça nous laisse avec une question ouverte mais essentielle. Si un tel changement était vraiment nécessaire, à quoi est-ce qu'il pourrait bien ressembler dans le monde aujourd'hui ?